Eh bien, bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'avoir avec nous quelqu'un qui m'a été recommandé lors de mon interview avec Stanislas Berton la dernière fois, et il s'agit de Marion Sigaud. Alors qu'on a approfondi un peu une connaissance entre nous, on a vu que nos parcours ont été parallèles non seulement en termes d'âge, et je vous révélerai pas, nous avons tous les deux, bon, vous Le imaginez, même âge, ouais. 39 ans et quelques, et C'est gentil. absolument. Mais cependant, on a un parcours qui est assez semblable au niveau de nos racines profondément religieuses catholiques à un certain Mmh. moment. Mmh. Ensuite, le rejet de celle-ci pour des raisons de recherche de vérité, où malheureusement, en ce qui me concerne du moins, moi j'ai jeté le bébé avec le du bain. Je suis revenu à la fois d'une façon très intense et également une réorientation politique pour moi, etc. Donc, quelque part, on peut être victime du mouvement 68 arts, aussi bien en France qu'aux États-Unis, et s'en sortir. Donc là, Absolument. J'en je me suis la suis preuve vivante, ouais. voilà, ça serait très important pour vous tous de connaître Marion Sigaud, parce que moi, ce qui m'intéresse, comme ça nous intéresse toujours sur Point de rupture, on cherche à mettre en avant tous les côtés bons et positifs et ceux qui recherchent la vérité sur chaque personne. Alors, Marion, nous sommes ravis de t'avoir avec nous et on s'est dit qu'on allait se tutoyer, donc ça c'est Oui, pas de problème. d'accord. Alors, on va commencer par certains aspects d'actualité, seulement pour cerner ce que tu vas nous dire sur l'actualité, mais ensuite, très rapidement, je voudrais revenir dans ton histoire, parce que comme on dit Mmh. en anglais, somebody's glory is in their story, ça veut dire pour quelqu'un, sa gloire est dans son histoire. Et donc ça, c'est toujours intéressant. OK, Marion, alors dis-nous aujourd'hui, quel est ton regard sur tout ce qui est en train de se développer autour de l'affaire Epstein? Le mot qui m'est venu à la bouche et la chose dont je me suis que j'ai immédiatement dite, c'est enfin, enfin, ouf. J'ai commencé à comprendre ce que c'était que les horreurs de réseaux pédocriminels, de collusion au sommet, de pourriture profonde au cœur des États. J'ai commencé à prendre conscience de ça il y a plus de 30 ans. Et pendant plus de 30 ans, des gens se sont vissés le doigt sur la tempe quand je parlais de ça. Je me suis fait traiter de folle, je me suis fait insulter, je me suis fait. Il y a des gens qui sont partis de chez moi en claquant la porte et en hurlant qu'ils ne voulaient plus fréquenter des dingues comme moi parce que j'avais dit un centième de ce que la presse est en train d'étaler aujourd'hui. C'est-à-dire Mhm. que j'éprouve un soulagement. Alors, je tiens à dire en préalable, je ne regarde ni n'écoute jamais d'atrocités concernant ce qu'on fait aux enfants. J'ai compris une fois pour toutes, je ne vais jamais regarder ni image ni description, jamais, 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 parce que je me protège. Je sais que pour résister au choc que représente un tel étalage d'atrocités, il faut se couper de sa sensibilité. Et ma sensibilité, j'en ai besoin pour mon combat. Si je veux continuer de combattre ces horreurs-là, ma sensibilité, c'est mon arme première. C'est ce qui motive, c'est le moteur véritablement de mon engagement. Il y a mon intelligence, il y a ma foi, il y a tout ce qu'on veut, mais il y a également ma sensibilité qui fait que je ne peux pas rester sans rien faire. Donc j'ai besoin, cette motivation, c'est ça, c'est la connaissance que j'ai de toutes ces horreurs, mais je ne veux pas émousser ma sensibilité et me détruire, parce que on est obligé pour résister à l'horreur à l'horreur dont il s'agit, on est franchement obligé de couper une partie de soi-même. Et moi, j'ai besoin de l'intégralité de moi-même. Je ne peux pas en laisser une partie en chemin. J'ai travaillé en histoire sur des événements particulièrement atroces. Je me suis préservé autant que j'ai pu. Puis quand il a fallu véritablement que je lise les détails, notamment du supplice de Damien, ben j'ai failli tomber dans les pommes. J'ai failli tomber dans les pommes. Donc je me suis protégée. Voilà, je me protège comme je peux. Et alors le dernier livre, un des derniers livres que j'ai publié, c'est le livre de Judith Reisman, Kinsey, Rockefeller, CIA. J'ai mis vraiment avant la préface, un avertissement.
éloigner les enfants, âme sensible, attention. J'ai dû arbitrer entre la nécessité de dire la vérité et la nécessité de préserver la sensibilité des lecteurs, et c'est pas toujours facile. J'ai fait de mon mieux, pardonnez-moi à l'avance si les choses vous choquent. Sans rentrer dans les détails, et je comprends parfaitement ce phénomène de sensibilité, moi-même, j'ai du mal quand je commence à lire des choses ou à regarder des choses sur ce qui se passe. J'ai envie de me détourner très rapidement parce que il ne faut pas avoir d'illusions, même si on passe très peu de temps dessus, on est sali et ça laisse des marques profondes. On est atteint, on est atteint. Oui, oui. Et ça nous transforme, qu'on le veuille ou pas. Et ça a une influence, ça nous transforme. Donc, on sait, on connaît les horreurs, etc. Sans rentrer dans les détails des horreurs physiques, sexuelles, etc., parce que c'est pas nécessaire, est-ce que tu peux faire un lien, ou est-ce que pour toi, il y a un lien à faire entre le pouvoir, la prise de pouvoir, l'exercice de pouvoir, d'où vient ce pouvoir, et le besoin, quelque part, il semblerait, de perversion? Je crois qu'il y a un lien. Je crois qu'il y a un lien, c'est-à-dire que le pouvoir amoindrit la limite. Je pense que nous ne pouvons être des êtres moraux qu'à partir du moment où nous avons des limites. Je pense que le pouvoir donne un sentiment, je n'ai jamais eu le pouvoir, mais je le vois fonctionner. Je crois que le pouvoir donne un sentiment de toute puissance qui fait que on ne voit plus les limites, ou on passe son temps à les repousser. Bon, moi, la limite que mon éducation m'a transmise, c'est l'existence de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a une instance supérieure, bienveillante, qui m'aime et me surveille et me met à l'épreuve. Je vois que des gens qui n'ont pas cette limite au-dessus de la tête, si on les fait glisser dans des situations où ils ont l'impunité assurée par le pouvoir qu'ils ont, ben, ils deviennent dingues et ils commettent atrocité sur atrocité. Je pense qu'il y a une logique implacable. Si vous n'avez pas de limite, vous allez de plus en plus loin et de plus en plus mal. Il n'y a pas d'autre choix. Je veux dire, on ne peut vivre moralement les uns avec les autres qu'avec la conscience d'une limite, une limite personnelle et une limite également collective. Le pouvoir abolit le sentiment de la limite. Avoir le pouvoir, c'est croire que tout est possible, que tout est permis. Et j'ai compris, d'après le mode de fonctionnement des pervers sexuels tel que je les perçois dans mes lectures, que ce sont des gens qui passent leur temps à repousser la limite. C'est ce que mon amie Judith Reisman racontait très bien. Elle disait il y a une progression dans la recherche de la jouissance que le porno nous apporte. Au début, on vous montre une jolie femme. Après, on vous montre deux jolies femmes. Après, on vous montre avec deux jolies femmes complètement dénudées. Puis après trois, puis après quatre, et puis après en groupe. Et puis après, c'est plus des jeunes femmes, c'est des jeunes filles. Après, c'est plus des jeunes filles, c'est des bébés. Après, c'est plus on fait l'amour, mais on commence par taper, on commence par cogner. Et puis après, c'est de plus en plus atroce. Et puis à chaque fois, c'est ce qui m'expliquait Judith. À chaque fois, pour retrouver le niveau d'excitation de la fois d'avant, il faut rajouter 1 degré dans l'abomination. Pour parler du résultat pour moi de toutes ces recherches, je pense que le sexe doit être relié à la vie et à l'amour. Et le sexe, depuis qu'il est entré dans la sphère publique et qu'il est rentré entre les mains de ces salauds-là, c'est devenu un instrument de destruction et de mort. On a maintenant le choix, on ramène le sexe dans l'intimité sacrée des couples et on le rend à l'amour, ou on le laisse aller dans ce délire de mort et d'atrocité. Et voilà, c'est le choix qu'on a maintenant. Le mien, il est fait. Je voudrais que les gens comprennent qu'il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y aura pas de demi-mesure. Ça sera l'un ou ça sera l'autre. Et c'est la révolution sexuelle actuelle. La révolution sexuelle, elle n'est pas actuelle, elle a maintenant 80 ans ou pas loin, mais les révélations actuelles, c'est les révélations de ce que donne une sexualité qui n'a plus de limites, qui n'entre plus dans la morale. Et en fait, la révolution sexuelle, ça a consisté dans le courant des années 40 à dire le sexe ne relève pas de la morale, il relève de la science. Or, ça n'était pas une science, c'était une fausse science. Donc, c'était le mal, c'était le diable. Voilà. Or, je crois que mon combat à l'heure actuelle par rapport à toutes ces atrocités et l'éclatement de ce scandale Epstein montre véritablement
où on va quand on n'a pas quand on ne lie pas la sexualité à la morale, c'est on a maintenant le choix entre le sexe sera la vie ou le sexe sera la mort. C'est très, très intéressant ce que tu dis. Et toi, tu situes la révolution sexuelle dans Venez les années 40. 40, c'est-à-dire c'est Oui. Kinsey et tout ça, etc. Alors, D'accord. il y a des précédents. Hein. Il y a l'Allemagne d'entre les deux guerres, c'est une forme de révolution sexuelle absolument abominable avec ce. Bon, mais ça n'avait pas pris en Amérique, ça n'avait pas pris en Amérique, et à partir du moment où ça n'avait pas pris en Amérique, ça ne pouvait pas se répandre sur la planète comme ça a été le cas. Ouais. Quelque part, ça n'a pas pris et ça a pris. Pour moi également, je situais les premières tendances de la révolution sexuelle de la façon suivante. Effectivement, on parle parce qu'on en parle beaucoup, parce que maintenant on peut cracher sur la République de Weimar, sur tout ceci, etc. Et surtout ces écarts. Mais il y avait dans la mode, dans les années 20, un changement radical où il y a eu une masculinisation des femmes. Oui, mais C'est-à-dire, ça, c'est venu d'Europe. C'est venu d'Europe. Je pense que, je crois savoir que l'Amérique est restée dans ces années-là pudibonde et très, 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 très pudibonde, très, très pudique. pas avec le Charleston. Dans les années 20, ce qu'on Oui, appelle exact, exact. Warring C'est là. Feminist, Mais il y la a eu, garçonne, c'est une Française. La garçonne, c'est une Française, c'est pas une c'est vrai, Américaine. c'est le C'est ce que je mouvement veux dire. Coco Chanel et tout ça, etc., Voilà, qui voilà, est voilà. différent. C'est un mouvement D'accord. qui, C'est un mouvement qui venant d'Allemagne, s'est beaucoup imprégné en France. Et il y a eu des tentatives, hein, puisque Magnus Hirschfeld, il a fait un aller-retour en Amérique. Il est allé essayer de convaincre les Américains d'adopter sa révolution homosexuelle, parce que Magnus Hirschfeld, la révolution sexuelle de Magnus Hirschfeld, c'est une révolution homosexuelle. Et voilà, et ça n'avait pas marché. Ça n'avait pas marché en son temps. Alors qu'avec l'apparition de Kinsey et toutes ces horreurs qui sont faites autour des années 40, là, ça a marché parce que l'Amérique était, elle était sourde à l'argument c'est bien, c'est dans le vent, c'est comme ça qu'il faut faire. Et quand on lui a dit mais c'est scientifique, quand on lui a dit c'est scientifique, elle a dit ah bon, ah bon. Et là, elle a commencé à écouter. Alors, c'était évidemment pas scientifique et c'était fondé sur des mensonges, mais la définition du mensonge, c'est qu'il passe pour la vérité passée Ouais, pour être scientifique. Et c'est comme ça que les Américains se sont fait avoir. Et une fois que les Américains se sont fait avoir, le reste du monde a suivi. Quoi. Mais c'est vrai que la révolution sexuelle, elle avait commencé en Europe entre les deux guerres. il y avait un accouplement de trois tendances. Il y avait Kinsey avec le Oui. sexe, il y avait les behavioristes avec la psychologie sur comment on interprète les choses, on allait pouvoir prévoir et influencer les gens. Ah, d'accord. Je ne me suis Et, pas penché et, là-dessus. et, ça, c'est le début des années 50. Donc, Oui. c'est ça qui a permis d'avoir toute une orientation. Et il y a eu les éléments de communication avec Edward Bernays, qui est le neveu de Freud, Absolument. qui a Absolument. communiqué sur tout ceci. Et au nom de la libération de la femme qui allait fumer des cigarettes plus fines, etc., on permettait une certaine séparation, une aliénation. Sur ce plan-là, ils ont utilisé tous les principes marxistes avec l'aide de l'école de Francfort et qui est arrivée aux États-Unis avec tout ça, etc. Et il ne faut pas oublier le grand apport français là-dedans et des postmodernistes, structuralistes, les Lacan, les Foucault, etc., où ça a été exporté aux États-Unis et ça s'est flambé dans toute l'université américaine. Avec Et Sartre et Beauvoir et tout ça. Ouais. c'est ça, oui, oui. Oui, 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 tout à fait. Tout Absolument. à fait. D'accord. Donc, parce que c'est très intéressant que on peut interpréter ça comme un cheminement naturel dans la révolution sexuelle qu'on va toujours Pas du tout. aller plus loin, Mm. mais en même temps, il y a des gens, et j'aimerais savoir ce que toi tu en penses. Hein. Si tu crois que c'est du pipeau, dis-le moi tout de suite. Il y a des gens qui pensent que dans le fond, tous ceux qui participent à l'état profond, les élites, il y a un rapport à la sexualité chez eux qui est franchement luciférienne. Hein, pour ne pas Je parler. pense que c'est luciférien. Je pense que c'est luciférien. De toute façon, attends, on va essayer de définir les choses clairement. Le diable, c'est le mensonge c'est le diable. Toutes ces théories sont fondées sur des mensonges, des mensonges, des mensonges. Ça n'est que mensonge.
Tout ça, c'est fondé sur des mensonges. Moi, un jour, on m'a dit, comment tu peux croire au diable? J'ai dit, comment tu peux ne pas y croire? Comment tu peux ne pas y croire? Comment peut-on ne pas comprendre qu'une volonté collective et active de faire le mal peut très bien s'appeler le diable? Pourquoi voudriez-vous que le diable ait des cornes et une queue pointue? C'est la volonté collective et active de faire le mal en mentant, ben moi j'appelle ça le diable. C'est luciférien, c'est clair et net. Et des gens. Et alors, ces gens qui, au nom de la liberté, vouent un culte au diable, c'est au nom de la liberté de ne pas obéir au bien et au bien et au collectivement bien, au bien commun. Au bien commun. Et je pense qu'il y a d'un côté ceux qui sont avec le bon Dieu et de l'autre côté ceux qui sont avec le diable. Oui, Et j'ai pas de doute, j'ai pas du doute sur qui gagnera. Je n'ai pas de doute sur qui gagnera. même chose ici. Aucun doute là-dessus. Voilà. Le doute que j'ai, c'est sur l'énormité des dégâts que le camp du mal réussira à Ouais. opérer avant de perdre, parce que leur perte est inscrite, elle est en cours. Je veux dire, la révélation des dossiers Epstein, alors Epstein, hein, et pas Epstein, on dit pas Albert Einstein, on dit pas le Liechtenstein, hein, on dit pas, voilà, donc on dit Oui, non, il y a des différences de prononciation, surtout entre l'anglais américain et l'européen. Par exemple, oui, on n'est pas obligé de passer par l'Amérique pour lire Epstein quand on le voit marqué, quoi. oui, mais en français, on dit aussi Einstein. On dit Einstein, on dit Voilà. Frankenstein, on dit Einstein, on dit le Liechtenstein. On a toujours dit Stein en français. Ah, 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 ah. En Amérique, ça dépend de comment on veut placer les gens. Non, mais je ne dis pas le contraire. Ce que je veux dire, c'est que les journalistes qui disent Stein, je les catalogue tout de suite, qui ne sont pas du côté de la vérité. Ouais, ouais. Moi, je lis E-P-S-T-E-I-N, je le lis comme je lis E-I-N-S-T-E-I-N. Je n'ai jamais dire Alfred Einstein. Ça ne me viendrait pas à l'esprit. Pourquoi? Ben parce que j'ai appris à le lire comme ça. Et en France, on l'apprend comme ça. Donc, ça veut dire que ceux qui le lisent autrement, ils ne le lisent pas à partir d'ici, ils le lisent à partir d'informations qu'ils sont allés chercher là-bas. Voilà. Oui, et c'est une volonté de détourner, etc. Oui, c'est une volonté de détourner. Voilà. Bon, où est-ce qu'on en était du coup? Non, non, c'est très bien. Ça nous a permis de comprendre comment tu voyais tout ceci. Moi, je crois que là, ce qui serait intéressant pour beaucoup de nos auditeurs, et ça, j'aimerais bien que vous écoutiez Marion là-dessus, et je vais vous dire pourquoi. J'aimerais bien qu'elle nous raconte son histoire. Parce que trop souvent, on rencontre des gens qu'on catalogue très vite, et au lieu d'être habilités et surtout armés pour chercher à leur parler de la vérité, à les amener à comprendre certaines choses, on catalogue les gens très vite. On devient très vite dogmatique et on condamne les gens très vite. On ne leur donne même pas l'occasion de s'en sortir. Alors que le propre de notre culture occidentale chrétienne, c'est la rédemption, c'est le salut, c'est le fait de pouvoir pardonner, de pouvoir comprendre certaines choses, mais en Et même c'est temps, le fait de pouvoir se rédimer, de pouvoir se racheter, tout le monde le peut. On a tellement d'exemples dans l'histoire. On a tellement d'exemples dans l'histoire. alors c'est pour ça que ton histoire, tout comme la mienne, mais là aujourd'hui on va parler de la tienne parce que c'est toi l'invité, c'est ça qui est intéressant. J'aimerais bien que tu nous parles de ton histoire avec le temps qu'il faudra pour nous dire d'où tu viens, le parcours que tu as eu, etc. Parce que ça va servir à d'autres personnes à dire tiens, c'est intéressant que tu écoutes tout ceci et pour vous tous, hein, et ce sera un moment de pouvoir prendre cet enregistrement et de le partager avec le plus grand nombre possible de personnes parce que c'est l'histoire de Marion qui va permettre à des gens de s'identifier et de peut-être leur permettre d'avoir cette ouverture, une nouvelle fenêtre d'Overton vers le salut, vers la rédemption. Marion, la parole est à toi. Bon. Alors, le parcours d'une personne comme moi, il y a deux choses à mettre en parallèle. C'est pareil pour tout le monde, mais chez moi, je ne peux pas faire l'économie de le dire. Il y a mon parcours absolument personnel avec mon drame familial. J'avais un père qui était paranoïaque, violent, qui était, bon, il a été d'une possessivité avec moi. Il a été odieux, il m'a battu, il m'a tout en développant une image extérieure de bon père absolument adorable, généreux. Il était copain avec nos copains, il passait les clés de sa bagnole aux copains, et il m'a tyrannisé.
au-delà du raisonnable. Il m'a fait rompre avec le garçon que j'aimais à l'âge de 18 ans à coups de fouet, à coups de chantage à tu vas me faire mourir, si tu ne romps pas avec ce garçon, je ne m'en remettrai pas, je vais mourir à cause de toi. Ça n'a pas été dit avec ces mots-là, mais ça a été dit vraiment, c'était explicite, c'était quasi, vraiment, c'était vraiment ça. Et mai 68, c'était dans ce moment-là, c'est-à-dire que j'ai perdu mes repères collectifs au moment où j'ai dû renoncer à moi-même pour ne pas sombrer dans la folie furieuse familiale. Donc, le chemin est parallèle. Il se trouve que mai 68 est passé par là. Mai 68, ça a été quoi? C'est on s'est trompé depuis le début, la morale, c'est de la connerie, c'est ce que je veux qui est important, etc., etc. Donc, j'ai été happé par le mouvement gauchiste à un moment où les repères familiaux, qui sont quand même ceux qui sont essentiels, devenaient abominables, devenaient épouvantables. Donc, avant mai 68, j'étais une jeune catholique sérieuse, tout à fait sérieuse, tout à fait enfin, sérieuse, rigolote. Hein, je chantais, je faisais des bêtises, je faisais rigoler aux larmes toute réunion familiale. Enfin, j'étais vraiment rigolote et heureuse de vivre. Et mai 68 est arrivé là-dedans, j'ai perdu mes repères, je suis passée de fille à la fois gentille, sérieuse sur le plan des mœurs, enfin, et puis amoureuse d'un garçon qui était bien, etc., à une espèce de cinglé qui a dit l'important c'est la baise, de toute façon l'amour ça n'existe pas, etc., etc. Et là j'ai foncé tête baissée. Au moment où j'ai perdu mes repères, je suis devenue quelqu'un d'autre. Alors, il y a eu des moments, il paraît que j'ai eu des moments admirables, je n'en ai pas souvenir. Avec le recul, je crois que j'étais surtout pathétique. Surtout pathétique, vraiment, c'est une grande tristesse de voir une fille excitée comme ça, alors que j'étais vraiment très, très, très jolie fille, je multipliais les amants, mais je ne les gardais pas, mais je n'essayais même pas. Enfin, c'était une espèce de folie. C'est une folie dont, avec le recul, je me rends compte que c'était pour justifier la rupture que j'avais opérée avec le garçon que j'aimais et pour ne pas faire mourir mon père. Enfin, je veux dire, il y a vraiment eu un déclic grave, grave dans ma vie. Tu habitais dans quelle région à l'époque? Alors moi j'habitais à Clamart, dans la maison dans laquelle ma propre mère avait grandi. Mes grands-parents et mes parents se sont connus à Reims. Ils se sont mariés à Reims. Leurs parents se sont mariés également à Reims. Mais au lendemain de la guerre de 14, la famille a été obligée d'émigrer en région parisienne pour la reconstruction. Reims a été très, très, très gravement bombardées et endommagées. Donc, les familles ont émigré pendant quelques années, et les années pendant lesquelles ma mère est née à Clamart. Donc, mon grand-père est resté propriétaire de cette maison à Clamart, qu'il a léguée à ma mère, et c'est dedans que j'ai grandi moi-même. Alors que mes parents étaient retournés à Reims et se sont connus à Reims. Voilà. Ça, c'est pour situer. Donc, pendant toute cette période de dinguerie où j'ai vraiment pété un câble, j'ai commencé par quitter Clamart et aller m'installer à Aix-en-Provence pour faire semblant de faire des études. Parce que on dit en général qu'on poursuit ses études. Moi, c'est mes études qui me poursuivaient. Elles ne me rattrapaient pas. Non, mais je foutais rien. Vraiment, j'ai connu une période j'ai vacillé. Plus de. Avec le recul, j'ai tourné dingue. Voilà. Et puis, il y a des rencontres comme ça qui vous font changer de. Voilà. J'ai rencontré une fille qui me dit ah, alors on parlait commune, retourner à la campagne, la commune populaire, le machin, le truc et tout. Je rencontre une fille qui me dit dis donc, tu sais que ça existe en Israël, ça s'appelle un kibbutz. Je dis ouais, Israël, gna, fasciste, gna. Elle me dit écoute, va voir. Tu parles de communauté agricole, va voir. Je dis tiens, pourquoi pas. Pourquoi pas? D'abord, ça mettait 4000 km de plus entre ma famille et moi. Et puis, ça me permettait d'aller voir le monde. Et puis, de toute façon, je ne tenais pas en place. Alors, j'ai un peu travaillé, j'ai mis un petit peu d'argent de côté. Et puis, ça ne coûtait pas cher de faire un aller-retour là-bas. Et alors, j'ai débarqué en Israël en sachant que là-bas, on pouvait travailler. On n'avait pas besoin d'argent pour vivre en Israël. Il suffisait d'avoir de quoi payer l'autobus entre l'aéroport et la fédération des kibbutzim, et ensuite, quand on était au kibbutz, on était logé, nourri, blanchi en échange de travail. C'est ce que je savais. Donc, j'avais pas besoin d'argent. Alors, pourquoi je raconte ça? C'est parce que mon père est allé raconter, du temps qu'il se plaignait que sa fille était il était persuadé que j'étais allé en Israël en me prostituant, puisqu'il dit, elle est partie sans me demander d'argent. Donc, c'est forcément que j'étais une pute. Et c'était alors totalement contraire à ce que je pouvais être fondamentalement, c'est que
je revendiquais la libération sexuelle, mais échanger le sexe contre de l'argent, c'est quelque chose, c'est jamais au monde je n'aurais envisagé une chose pareille. C'est-à-dire que dans mon acception de la libération sexuelle, il y avait quelque chose de pur, c'est-à-dire qu'on fait ça pour le plaisir et jamais pour autre chose. Hein, et ça, c'est resté, hein, c'est un fil conducteur. Donc, je suis arrivé en Israël avec 4 sous en poche. J'ai trouvé la bonne fédération des kibbutzim pour trouver un kibbutz. Je suis arrivé là-dedans, j'ai dit mon Dieu que c'est beau, mon Dieu que c'est beau. Il y a des gens, j'ai trouvé des gens qui étaient là, qui râlaient pas toute la journée, qui se levaient le matin pour aller travailler gaiement, qui s'étaient fait un environnement d'une beauté somptueuse, somptueuse, de fleurs, d'arbres, de petites maisonnettes, les enfants étaient les rois. J'ai dit, oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et ces gens m'ont aimé instantanément. Pourquoi? Parce que je suis arrivée. Alors, j'avais mes problèmes et mes angoisses, mais je continuais d'être rigolote et de chanter et de faire l'andouille et de se piquer une tête à minuit dans la piscine. Enfin, j'étais vraiment. Ils m'ont aimé, ils m'ont reconnu pour ce que j'étais. Comment dire, c'est le premier contact que j'ai eu avec ce kibbutz, j'ai l'impression que c'est la première fois de ma vie que je me suis dit, on m'aime pour ce que je suis, on ne me demande pas de me changer. Alors que, quand dans le milieu gauchiste que je quittais, c'était toujours plus, c'était jamais assez comme il faut. Et mes parents, quoi que je fasse, de toute façon, enfin mon père essentiellement, puis ma pauvre mère, elle suivait, quoi que je fasse, j'avais pas suffisamment demandé aux autres comment il fallait faire. Je n'avais pas le droit d'exister. Exister, c'était quelque chose dont je ne connaissais même pas le mot. Je ne savais pas ce que voulait dire le mot exister. Et quand je suis arrivée là-bas au kibbutz, je n'avais qu'à être moi-même pour être aimée de tous ces gens. Et ça m'a complètement, je ne peux pas dire apaisé, mais remis la morale à l'endroit. Ça m'a remis la morale à l'endroit. Donc, ça a été le début d'une grande histoire. Alors, moi, tel que j'étais psychologiquement, je ne pouvais pas vivre un amour heureux. J'ai su longtemps après que quand on a un père comme ça, on le trimballe jusqu'à ce qu'on résolve le problème. Et moi, j'avais d'autres problèmes à résoudre que celui-là. Donc, je ne savais pas que je n'étais vraiment pas en mesure de vivre un amour heureux. Donc, je cumulais les déceptions sentimentales et les conquêtes. Ça n'arrêtait pas. Conquête, déception, conquête. Seulement pour situer, excuse-moi de t'interrompre, seulement pour situer, quelle était la période? De quelle année à quelle année? 74, là c'est 73, 61, 72, 73. Et je suis en Israël au moment où éclate la guerre de Kippour. Boum, les avions, les machins, la course aux abris, là j'ai vécu ça. Le garçon dont j'étais amoureuse, je l'ai vu partir au milieu de la nuit avec son flingue. J'ai partagé ça. À un moment donné, ils ont dit on a besoin de sang, je suis allé donner mon bras, je prenais mon sang. Hein, c'était absolument une évidence. Et en revenant en France, par la suite, alors bon, je savais bien que je n'allais pas rester là-bas parce qu'il fallait quand même que je me trouve une position et que j'apprenne un métier et tout. Donc en rentrant en France, je me suis dit, mais attends, je voulais connaître les tenants et les aboutissants. Enfin, j'avais envie d'approfondir cette connaissance d'Israël. J'avais envie d'approfondir. Et les années passant, alors je suis retourné en France et j'ai vécu ma vie en France, mais mes amis israéliens venaient me voir, donc le lien ne s'est jamais distendu, et j'ai commencé à vouloir absolument connaître l'autre bord. Pourquoi? Par un, recherche de la vérité, deux, par amour pour eux. Par amour pour eux. Et un jour, j'ai voulu aller voir ce qu'il y avait de l'autre côté. Et quand on a vu, on a compris, comme dirait l'autre. Hein, et puis j'ai commencé à embrasser la cause palestinienne. Ça a été quelques années plus tard. Alors j'ai jamais renié l'amour que j'avais pour les gens que j'aimais. Jamais, jamais je ne l'ai renié et on ne me le fera pas renier. Mais j'ai compris, j'ai ouvert les yeux. J'ai dit vous n'êtes pas du bon bord. J'ai écrit un livre qui s'appelle Du kibbutz à l'intifada où je raconte une ou deux engueulades homériques avec mes amis de toujours. Je leur dis mais bon sang, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Vous tapez sur la gueule des Palestiniens tous les matins et vous voudriez qu'ils soient gentils avec vous. Vous foutez du monde. Vous vous foutez du monde. Et je leur ai dit, c'était en 86, ça va péter, ça va péter. Mais non, mais arrête. Je vous dis que ça va péter. Paf, c'est un ami à moi qui a pris la première pierre de l'intifada. C'était au mois de décembre 1987. Moi, j'étais à Paris. Le téléphone sonne, on m'a dit Marion, c'est toi qui avais raison. Qu'est-ce qui se passe? Le gars s'appelait Rani, je crois qu'il s'appelle toujours, je pense qu'il n'est pas mort. Il était commandant militaire de la région de Gaza. J'avais quitté Israël au mois de juin. Lui, il était en décembre 87. Entre Noël et le Nouvel An, j'étais en Israël. J'avais amené. Écoute, c'est exactement cette période-là. Alors, j'étais
il est arrivé, il était commandant militaire de la région de Gaza, et il a pris la première pierre dans la gueule. La première pierre. Il est rentré au kibbutz, il a dit, c'est Marion qui avait raison, c'est un soulèvement. Et il a dit, c'est un soulèvement. C'est pas un vague truc qu'on va réprimer comme ça, c'est un soulèvement. Il dit, les Palestiniens ne veulent plus de nous, ça a été le début de l'intifada. Et je l'avais prévu 6 mois, je les avais prévenus, plus exactement 6 mois avant. Et là, ma vie a commencé à être vraiment de plus en plus, c'était douloureux parce que je voulais continuer de les convaincre. Alors, il y avait ceux qui étaient déjà convaincus, ceux avec lesquels il n'y a vraiment pas moyen. Et puis, j'ai voulu vraiment aller voir de l'autre côté. Puis un jour, je me dis, je vais apprendre l'arabe, j'y vais, je me lance, je me jette. Alors, je suis retournée là-bas. Non, c'était au moment où j'avais commencé déjà à apprendre l'arabe que je leur ai raconté tout ça. Mais j'ai commencé véritablement à essayer d'écrire des livres et de me faire entendre. Et là, les portes se sont toutes fermées. J'ai été victime d'un blackout, mais total, intégral, sur tous les médias. Quoi que je fasse, quoi que je dise, je commence par susciter l'enthousiasme de quelqu'un qui me lit ou qui m'écoute, qui m'invite, et au dernier moment, les invitations sont annulées, les bouquins. On m'a retiré des livres, qui étaient en couverture, en devanture de librairie, on les a retirés pour les passer au pilon, pour ne pas qu'ils se vendent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont dépensé de l'argent pour me faire taire. C'est incroyable. C'est incroyable. Et ça, c'était en France. Ça, c'était en France. Mais c'est pareil, à un moment donné, j'ai été invitée en Allemagne, j'ai été traduite en allemand. Mon livre, Les deux cœurs du monde, est devenu Das Herz zweier Welten, eine Frau zwischen Kibbutz und Intifada. Bon. Donc, le bouquin a été lancé, on m'invite, tac, annulation. Le bouquin est passé au pilon. Partout où je vais, il y a une espèce de fil conducteur qui dit celle-là, non. Celle-là, non. Et ça continue. Sauf que maintenant, avec l'Internet, il y a des moyens de passer au travers. Ça continue. J'ai fait récemment il y a 2-3 ans, la liste des gens qui se sont comportés comme ça avec moi, c'est-à-dire qui m'ont lu, qui ont été intéressés par ce que je faisais, qui m'ont mobilisé et qui, au dernier moment, m'ont totalement barré. Il y en a 3 pages. Et la dernière, je citerai pas la personne, la dernière, c'était tout à fait récemment, c'est quand j'ai raconté la dernière à Stanislas Berton qu'il a dit non, attends, on va pas laisser faire ça. Non, ça suffit, quoi. Ça suffit. Donc, on n'est jamais capable de remettre en question ce que je dis, on s'attaque à moi en disant elle est ceci, elle est cela. Enfin, de toute façon, on n'en parle pas. La seule fois où on a parlé de moi dans les médias, ça a été Valo Belkacem qui s'en est pris à Dupont-Aignan, parce qu'à un moment donné, j'ai rejoint Debout la République, avec enthousiasme, avec tout à fait conviction. J'ai quitté après sans jamais m'être fâché avec personne. Hein. J'ai quitté pour des raisons stratégiques pour eux et pour moi. Valo Belkacem, un jour à la télévision, reproche à Nicolas Dupont-Aignan d'avoir Marion Sigaud. C'est la seule fois où mon nom est Marion Sigaud, avec son râle. Voilà. Alors, il y a des gens qui disent que c'est sympa. Il y a des gens qui disent que les médias me maltraitent parce que je me suis fait voir avec Soral, alors que c'est juste l'inverse. C'est parce que les médias me maltraitaient que je me suis rapproché de lui. C'est-à-dire, c'est exactement l'inverse. Et j'ai quitté. Alors, j'ai quitté Soral il y a maintenant 5 ans et la fiche Wikipédia refuse de le dire. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui… Non, mais Wikipédia, c'est une agence de diffamation. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas le droit de dire que je ne suis plus avec Soral parce que je l'ai quitté il y a 5 ans. C'est pas une information parce que machin truc muche l'a pas dit dans Le Monde, Libé ou la fiche Wikipédia. Donc, ça fait 5 ans que je ne suis… 5 ans. 6 ans maintenant que je ne suis plus chez Soral et on n'a pas le droit de le marquer sur Wikipédia. Donc, qu'on arrête de dire que c'est parce que je me suis montré avec Soral que les médias me maltraitent. Je me suis rapproché de lui parce que les médias me maltraitaient. Et m'ignorait. Et ensuite, depuis que je l'ai quitté, ça continue, alors que clairement, bon, j'ai même fait circuler pendant un temps ma lettre de rupture avec lui, et j'ai jamais voulu m'en exprimer au-delà, parce que c'est privé, voilà, c'est tout. La seule chose publique, c'est je n'y suis plus. Oui, j'assume, j'y suis allé, c'est moi qui l'ai sollicité, c'est moi qui me suis rapproché de lui. Il m'a donné une tribune, il m'a permis de m'exprimer, et quand la rupture a été inévitable pour moi, je l'ai opérée. Point.
J'ai rien à dire d'autre là-dessus. Et il n'y a pas moyen que ça rentre dans le moindre compte rendu de ma vie. Il n'y a pas moyen. Il faut absolument qu'on trouve des raisons diverses et variées d'expliquer pourquoi je n'ai pas accès aux médias. Il y a une réalité. J'ai commencé à écrire en 1989. Je n'ai jamais, jamais, jamais eu les médias avec moi. Jamais. J'ai fait le plus beau que j'ai fait. J'ai fait sur commande un article très long, sur commande, un article très long pour Le Monde diplomatique. Le gars m'avait commandé le truc. Je lui ai, il m'avait donné de l'argent pour aller en Israël. J'ai fait le reportage. C'était un truc assez pointu. Hein. C'était l'extrême droite israélienne et la paix avec les Arabes. C'est-à-dire expliquer que parmi les gens du Likoud, il y en avait qui voulaient, etc. J'avais trouvé le personnage absolument idéal. Le Likoudnik, tout ce qui avait de plus Likoudnik, qui s'était rapproché des Palestiniens, etc. Enfin bon, un truc. Donc, le gars, il me commande l'article, il me le finance, il l'approuve, il me dit bravo, magnifique, et il l'a jamais publié. Et je ne pouvais pas le publier ailleurs. Il m'a dit, je vous interdis de le publier, je vous l'ai payé. C'est pas bon comme ça. Non, mais c'est intégral. Et là, il n'est pas Soral. Hein. Oh, c'était longtemps avant. Voilà. Alors, un jour, moi, j'avais vu Soral sur une émission sur la toile, quoi, qui disait moi, de toute façon, j'ai compris, les médias, c'est tous des putes. Tous ceux qui ont des problèmes avec des médias, moi, je monte une maison d'édition, venez me voir. Coucou. C'est comme ça que ça s'est C'est comme ça que ça s'est fait. Alors, une dernière chose avant de changer de sujet. Je n'ai réussi à me trouver face à face avec lui, seul à seul, que la première fois que je l'ai vu. Jamais depuis. J'appelle pas ça être proche de quelqu'un. D'accord, c'est intéressant. En seul à seul, une seule fois à une terrasse de café devant l'église Saint-Sulpice. Point. Point. Et personne ne pourra attester du contraire. Donc, je n'ai jamais été proche de lui. J'ai été très, très impliqué et je l'ai toujours défendu, j'ai été très, très impliqué dans Égalité et Réconciliation, qui m'a donné une tribune et qui m'a permis de m'expliquer. Et un jour, quelqu'un de Debout la République me dit, mais qu'est-ce que tu fais avec Soral? J'ai dit, de l'histoire. Des livres. C'est tout. De l'histoire des livres. Et il est de fait que, alors j'avais déjà publié 6-7 livres quand je l'ai. Non, j'avais été déjà au 9e, je crois, avec toujours le même truc, enthousiasme, et puis après, enterrement de première classe et tout. Et j'en ai écrit vraiment un certain nombre pendant notre collaboration qui a duré quelques années. Et maintenant, j'ai récupéré tous mes droits et je fais tout sur The Book Edition, et sous une bannière qui s'appelle Réhistoire pour tous. Et j'en suis maintenant au 10e titre en ligne. Hein, c'est pas mal. Hein. Alors, il y a les livres que j'écris maintenant et mes anciens que je reprends et que je revois et corrige. J'ai publié aux éditions de l'Atelier, qui est une petite maison d'édition catholique que j'ai rencontrée dans mes années pro-palestiniennes. J'ai publié 2 livres, l'un qui s'appelait Libre femme de Palestine et l'autre Mansour Kardosh, Injuste à Nazareth. Et je viens de les republier avec une nouvelle couverture et puis avec une actualisation, parce que bien évidemment, il faut actualiser. D'abord, quand j'ai écrit le livre sur Mansour Kardosh, il était encore vivant. Maintenant, il est mort depuis fort longtemps. Et ce sont 2 livres dont je suis particulièrement fière. Mansour Kardosh, Injuste, non, alors j'ai changé le titre au début, ça s'appelait Injuste à Nazareth et maintenant ça s'appelle Palestiniens chrétiens, arabes et israéliens. Mansour Kardosh. Et Libre femme de Palestine, j'ai pleuré en l'écrivant ce livre. J'ai pleuré, je suis encore toute retournée quand j'y pense. Cette collaboration entre les médecins juifs, les médecins chrétiens, les médecins musulmans, là, oh la vache, oh c'est tellement beau. Ah, c'est tellement beau. Et puis la réalité de tous ces villages rasés. Le mensonge. Contre le mensonge, on a une seule chose à faire, dire la vérité. La lumière. La lumière. Voilà. Ce que j'aimerais bien, c'est que tu poses en filigrane par-dessus ça, parce que quand on a autant d'expérience que toi, pour beaucoup de gens, ils ne comprennent pas, mais il y a une complexité qui s'installe dans la vie qui est phénoménale. Mais en même temps, il y a différentes choses qui existent en parallèle et qui s'imprègnent, et il y a des entrecroisements dans notre vie qui est sur ce plan-là un peu événementiel, anecdotique et c'est empirique. Ça passe par l'expérience, tout ce que tu as eu. Oui.
mais Oui, je oui. veux savoir quel est ton parcours, un, au niveau de la foi pendant tout ce temps-là, et deux, sur le plan purement politique, d'où tu te plaçais sur l'échiquier politique de la même Oui, façon. oui, oui. Donc, est-ce que tu Alors, peux amener ces deux éléments oui, tout là-dessus? à fait, tout à fait. Alors, j'ai viré, j'ai viré à l'extrême gauche d'un seul coup, d'un seul. On ne parle pas trop de politique à la maison, mais je suis passé de l'extrême gauche à, pas du tout à droite, je ne me reconnais pas du tout dans la droite, mais à une révision totale, intégrale, phénoménale, intégrale de toute ma vision à partir du moment où j'ai fait de l'histoire. C'est-à-dire, alors, par rapport à la religion, je t'ai dit, j'étais quelqu'un de très, très croyante. J'étais à la jeunesse étudiante chrétienne, j'étais militante chrétienne. Mon chéri était chrétien, il était considéré comme catholique aussi. Enfin bon. Et j'ai tout envoyé péter. J'ai tout envoyé péter. Et pendant mes années de conflit avec mon père, quand le conflit a éclaté au niveau de la famille, j'ai vécu un rejet du catholicisme, mais viscéral. Viscéral. Je me suis retrouvée euh, confrontée au fait que tous les gens qui entendaient ma souffrance passaient leur temps à nier la cause de ma souffrance et à exiger de moi que je la pardonne. C'est-à-dire que ton père t'a rien fait, mais il faut que tu lui pardonnes. C'est-à-dire que, et oui, oui, il te tape dessus, mais il est tellement malheureux. Il faut que ce soit toi. Il fallait toujours, toujours, toujours que je prenne sur moi. Je n'avais pas le droit d'exister. Et au kibbutz, j'avais un père adoptif. Un père adoptif, quelqu'un qui m'a dit un jour, avec ma femme, avec mes filles, on voudrait savoir si tu pourrais, quand tu viens nous voir, on va t'adopter comme la fille extérieure de la famille. Ça se faisait beaucoup au kibbutz. On avait des familles adoptives comme ça. Et dans cette famille adoptive, on m'a appris que j'avais le droit d'exister. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, en hébreu, on dit im einenili mili. Si je ne suis pas pour moi, qui? C'est-à-dire, si je ne m'accomplis pas, qui c'est qui va le faire à ma place? Si je ne défends pas mes intérêts, si je ne défends pas ma peau, qui va le faire? Et je me suis rendu compte que le catholicisme dans lequel j'avais vécu, parce que j'en ai trouvé un autre, le catholicisme dans lequel j'avais vécu, c'était toujours la négation de soi-même et la solution de la plus grande souffrance pour soi-même qui était retenue. Et au contact des Juifs, on m'a dit, hé, hey, tu te dois à toi, imeinenili, mili. Et là, j'ai voulu devenir juive. J'ai dit, mais c'est pas possible. Ils m'ont sauvé ma santé mentale. Avec ça, vraiment, vraiment. Jusqu'à, alors, j'ai lancé quasiment le processus. Hein, je me suis tellement rapprochée. Alors, mes amis, ils étaient tellement, tellement anti-religieux. Mais tais-toi, mais arrête, mais c'est pas ça. J'ai quand même fait une approche qui m'a énormément, énormément fait de bien. Et je me suis arrêtée quand j'ai compris que c'était tribal et que ça ne concernait pas l'humanité entière. Et c'est là que je suis redevenue catholique. J'ai dit, hé, hey, oh, oh, le bon Dieu, c'est pour tout le monde, le bien, c'est pour tout le monde, ça ne peut pas être tribal. Attends, j'ai mon chien qui veut sortir. Oui, oui. Allez, on va voir dehors si j'y suis. Mais la deuxième grande révélation concernant ma religion, c'est quand j'ai fait de l'histoire. C'est-à-dire que j'avais une vision du catholicisme de mon enfance. J'ai toujours cru au bon Dieu. J'ai toujours cru au bon Dieu. Bon, voilà, toujours eu quelque chose de profond là-dedans. Quand je me suis rendu compte que je disais en permanence, moi je suis catholique, mais sans l'Église, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'Église, c'est des gros vilains, et puis les cathos, il y a les bons. Mais pourquoi c'était des gros vilains, l'Église? Parce que l'Inquisition, parce que les sorcières, parce que ci, parce que ça, parce que. Et puis quand j'ai fait de l'histoire pour comprendre, enfin bon, tout ça, ça s'entrechoque. J'ai fait de l'histoire pour comprendre la réalité de ce que c'était que la pédocriminalité. Et dès que j'ai fait de l'histoire, j'ai tout de suite compris que tout ce qu'on racontait sur l'Église, c'était des mensonges. Des mensonges. Et là, je suis retombée sur mes pieds. La découverte la plus phénoménale que j'ai faite, ça a été la réalité de ce qu'étaient les jésuites. Les jésuites, c'était le diable, les jésuites, c'était ci, les jésuites, c'était ça. Écoute, je suis allée aux archives, je suis allée regarder les textes, je dis, mais c'est des mensonges, mais c'est des menteurs, mais c'est dingue, c'est dingue. Et brusquement, tout s'est retourné. J'ai dit, eh oh, les Lumières, c'est de la saloperie. Voltaire, c'est un cinglé. Le mouvement des Lumières, on détruit tout ce qu'il y a de bien dans la France d'Ancien Régime pour le remplacer par le capitalisme sauvage et tout. J'ai dit, mais attends, c'est dingue, comment peut-on être de gauche? J'ai compris comment on peut être de gauche, en ne sachant pas, en croyant que les mensonges sont la vérité, en ne sachant pas ce qui se passe derrière. Et j'ai complètement cessé d'être à gauche, je ne suis pas passé à droite pour autant, moi je suis sorti du prisme. Hein.
Je suis sorti du truc, là. Je suis pas passé de la gauche à la droite, mais je sais pas ce que c'est la droite. Pour moi, quand j'étais gauchiste, je disais la gauche, ça défend le peuple, et la droite, ça défend le fric. Qui c'est qui défend le fric à l'heure actuelle? C'est bien la gauche, mais la droite, est-ce qu'elle défend le peuple? Je ne sais rien. Je connais pas, moi je connais pas, ça m'intéresse pas. Je me situe pas à droite ou à gauche. Il y a ceux qui disent la vérité, puis il y a les menteurs. Il y a ceux qui cherchent la vérité et ceux qui cherchent à imposer les mensonges. Donc, mon renversement à la fois religieux et politique, c'est une seule et même chose. J'ai été confronté par ma recherche effrénée de la vérité, à la fois concernant Israël, les Palestiniens, concernant ma propre vérité à moi et concernant l'histoire de mon pays. J'ai été confronté au fait que tout ce qui fonde notre discours politique, tout ce qui fonde notre vision de l'histoire, c'est fondé sur des mensonges. C'est mensonges, mensonges et compagnie. Quand je pense qu'à Paris, il y a un boulevard Voltaire, il y a un lycée Voltaire, il y a des trucs Voltaire, quand je regarde ce que c'est que ce type, alors on me dit, ouais, Marion Sigouin, elle va chercher au-dessous de la ceinture, je ne vais rien chercher, moi je lis Voltaire. Je ne lis pas sur Voltaire, je lis Voltaire dans le texte. Je suis même allé rechercher des manuscrits de Voltaire, je sais où ils sont. Je suis allé rechercher des manuscrits de Voltaire. C'était un cinglé, un salopard, un menteur, un affabulateur. Moi, j'ai grandi à une génération où on regardait les émissions de la caméra explore le temps ou des choses comme ça, Oui. et j'avais vu une émission sur Calas. Oh, le mal, mon Dieu, le pauvre homme, il a été abominablement mis à mort uniquement parce qu'il était protestant et grâce à Voltaire. Menteur. Calas, il a malencontreusement serré le cou à son fils qui venait de le voler et il l'a tué. Il n'a pas voulu le tuer, il l'a tué quand même. Faut pas en faire une question de fanatisme, machin, anti-protestant. Il a tué son fils, tout le monde le sait. C'est indéniable qu'il a tué son fils. Il a été condamné pour ça. Il n'a pas été condamné parce que. Alors, Voltaire, il raconte son fils s'est suicidé. Comment il le sait? Ben, il invente tout, il invente. L'obsession de Voltaire, c'était de venir à bout de l'infâme. L'infâme, c'était la religion catholique. La religion catholique. Et puis notre Seigneur Jésus-Christ, il y a des trucs complètement délirants. Voltaire, il était prêt à tout pour détruire la religion catholique. Alors il est mort, paraît-il, en battant des pieds et en criant non, 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 parce que le diable l'attendait au pied de son lit et qu'il a cru. Oui. C'est très intéressant parce que il y a pas mal d'athées notoires qui, au moment de leur mort, disent « Oh non, je me suis trompé ». Mais je ne crois pas qu'il était athée, Voltaire. Il était anti-catholique. Il était déiste. Il a parlé de l'horloge. On dit qu'il était déiste, mais il avait une haine du catholicisme. Il avait la haine du catholicisme. Est-ce que le déisme, c'est pas tout simplement l'abnégation d'une foi active en la transformant en foi passive dans le panthéisme où Dieu c'est la nature? Oui, certainement. Mais ça n'est pas la même chose que certains athées qui disent tout est le fruit du hasard. Tout est le fruit du hasard. Lui, il ne pensait pas. Il disait que la belle horloge avait forcément un horloger. Donc, mais c'était pas, ça n'impliquait aucune morale. Ce type-là n'avait aucune morale. Tout était bon pour obtenir ce qu'il voulait, mentir, voler, diffamer. C'est un type abominable. Et alors, j'ai commis un livre qui s'appelle Voltaire, une imposture au service des puissants, dont je me targue de l'avoir écrit avec 460, quelque chose comme ça, notes de bas de page, de Voltaire. On dit, Marion Sigouin, elle lit que des anti-Voltaire. Je n'ai pas dit des anti-Voltaire, j'ai lu Voltaire. Voltaire dans le texte. C'est pas difficile. Je fais des études sur une époque, sur une période. Je vais aux archives pour découvrir des trucs et des machins. J'ai donc des références de dates et de noms. Je vais regarder ce qu'en a dit Voltaire parce que j'ai un super bon moteur, j'ai tout Voltaire sur mon ordinateur, j'ai un super bon moteur de recherche. Je fais coller dans mon moteur de recherche sur ce qu'a dit Voltaire sur tel ou tel événement et je vois que systématiquement, il n'arrête pas de mentir. Donc moi, ce que j'écris sur Voltaire, c'est je répète ce que Voltaire a dit. Je ne raconte pas ce qu'on a dit sur Voltaire. Enfin, de temps en temps, je me paye un petit plaisir, histoire de détendre l'atmosphère. Il y a tellement de gens qui ont dit des imbécilités sur Voltaire, et qu'à regarder Michelet, par exemple. Enfin, bon. Mais les citations que je fais dans mon bouquin, j'ai plus de 450 notes de bas de page, ce sont des citations de Voltaire. Ce type était un cinglé. Et toute
toute la vision qu'on a de l'Ancien Régime et de la tyrannie des curés, etc., c'est inventé, c'est inventé. Je me suis brusquement réconciliée par le biais de l'histoire avec toute la France d'Ancien Régime. Je ne sais pas qui a dit, c'est quelqu'un pourra le retrouver, qui n'a pas connu l'Ancien Régime, n'a pas connu la douceur de vivre. Il y avait quelque chose de beau, de doux. Alors avec tous les drames de toute la période qui précède la Révolution, avec les. En gros, la Révolution, c'est une tentative de résolution de la dette. Et la dette publique, ça s'organise. C'est quelque chose qui a été savamment organisé par les gens qui voulaient précisément renverser la royauté. Donc, on endette l'État et ensuite, on explique au roi que s'il veut résorber la dette, il faut qu'il laisse librement circuler les marchandises. Ça s'appelle le capitalisme sauvage. C'est comme ça que c'est passé. Je rouvre à mon chien. Oui. Oui, et puis j'allais dire également pour tous nos auditeurs, je ne sais pas si tu m'entends, que les révolutions bourgeoises, que ce soit la révolution glorieuse d'Angleterre, la française, etc., ont été suivies dans les 10 à 20 ans par la création d'une banque nationale. Absolument, absolument. Oui. Oui. Et la révolution, alors c'est terrible. Moi, j'ai fait récemment une vidéo avec Nicolas Bouvier, je vous recommande d'aller la voir, hein, parce que je démonte bien la révolution. C'est on excite le peuple qui a faim en lui disant que c'est le système royal qui fait qu'il a faim, alors que c'est le renversement du système royal qui fait qu'il a faim. C'est-à-dire que le peuple est utilisé comme foule, parce qu'il se révolte contre la perte des anciens repères, et on explique que c'est pour avoir les nouveaux repères. C'est un mensonge éhonté. Les gens des Lumières et ceux qui sont arrivés au pouvoir ont voulu supprimer la police des grains et interdire la fixation du prix du pain par la négociation qui s'appelle la taxation. Toutes les révoltes fomentaires qui ont précédé la Révolution, c'était au prix de taxation. Et dès que la Révolution est arrivée en place, ils ont interdit la taxation. C'est effrayant. C'est mensonge. Et c'est pas si compliqué que ça à comprendre. J'ai fait plusieurs. Alors, mon ami Stanislas me dit, Marion, il faut que tu nous écrives ça maintenant, mais j'ai tellement de choses à faire. Bien sûr, je vais l'écrire. Ça va s'appeler Le pain du peuple. Donc, ça va être une vision de la Révolution française à partir de ça. C'est vraiment des choses à comprendre, que la Révolution française, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on veut bien nous faire croire, qu'il suffit de remettre les choses à l'endroit et de savoir que ce contre quoi le peuple s'est soulevé dans les mois qui ont précédé la prise de la Bastille, c'était contre le nouveau système et le rétablissement de l'ancien. C'est-à-dire que ce que le peuple voulait, c'est le rétablissement de la police des grains, le rétablissement de la taxation, etc. Alors que dès que ça a été un coup d'État, hein, les députés qui sont arrivés pour les États généraux et qui ont transformé l'Assemblée des États généraux en Assemblée constituante, ils n'avaient pas reçu mandat pour ça. Ça s'appelle un coup d'État. Et les premières mesures immédiates qu'ils ont prises, ça a été de constitutionnaliser la libre circulation des grains, ce contre quoi le peuple se battait depuis 30 ans. C'est une arnaque, cette révolution. C'est effroyable. Et ça, pour moi, les choses sont de plus en plus claires, c'est de plus en plus limpide. Il a fallu s'en prendre à l'Église, il a fallu s'en prendre aux valeurs d'humanité, de solidarité, de gentillesse et de bonté qui étaient la règle, pour le transformer du moment que ça rapporte de l'argent, c'est bien. Ça, c'était la morale de Voltaire. Ça rapporte, c'est bien. Ouais. C'est bien. Du moment que ça rapporte, du moment que ça paye, c'est bien. Non. Pour que ce soit bien, il faut que ce soit bien pour le bien commun. Oui, on a tendance à oublier également dans tout ça, parce qu'on ne les enseigne pas dans le livre d'histoire tels qu'ils sont faits aujourd'hui, le génocide du christianisme, du catholicisme à cette époque-là, notamment les Vendéens et tout cela. C'était. Et pas que. Je raconte dans cette conférence là récente, cette conférence, cet entretien que j'ai avec Nicolas Bouvier, ce qu'a été les attaques
les attaques contre les chrétiens, contre les églises, c'est effrayant. Il y a des gens en 1792 qui sont rentrés chez les sœurs de Saint-Vincent de Paul, qui étaient vraiment des religieuses, mais dévouées. Les sœurs de Saint-Vincent de Paul, c'est dévoué aux pauvres, dévoué aux miséreux, pour les dénuder, les fouetter à mort, écoute, mais c'est effrayant. Et puis, il faut trouver ça drôle. Ah ben, c'est rigolo. Parce qu'il raconte que madame, la sœur machin chouette, elle avait qu'une seule fesse. Oh, comme c'est drôle. Quoi donc? Pardon. C'est du déchaînement de sadisme. Et il faut trouver ça bien, parce que c'est anti-catholique. Quoi? À Lyon, à la même époque, des forcenés attendent à la sortie, le matin de Pâques, ils attendent les paroissiens à la sortie de la messe, ils se jettent sur les femmes, ils les dénudent et ils les fouettent. Et ils massacrent les hommes qui interviennent. Eh bien, l'autorité locale, l'autorité municipale, elle est venue, elle dit bah oui, qu'est-ce que vous voulez? Ils ont laissé faire. C'est-à-dire que tuer du catholique, empêcher les gens d'aller à la messe, c'était bien. Et on veut croire que la religion, que la révolution, elle est laïque. Elle n'est pas laïque, elle est anti-catholique. Nuance. Qu'est-ce qui était laïque? C'était les jésuites. Les jésuites ne voulaient pas que la société civile se mêle de religion. C'est ça la laïcité. La laïcité, c'est quand l'autorité civile ne se mêle pas de dire le bien et le mal. L'autorité civile, elle est là pour appliquer la loi, elle n'est pas là pour dire le bien et le mal en lieu et place de l'Église. Oui, c'était un peu les bases des pères fondateurs américains, hein, c'est ça qu'ils ont voulu. Ah oui, et dans l'esprit américain, quand on parle de séparation entre l'Église et l'État, chez les pères fondateurs, c'était pour protéger la religion de l'État. Et pour que mais je le conçois tout à fait. Pas, certaines valeurs, etc. Donc, absolument. On a tendance à oublier que la Constitution américaine, c'est une constitution négative, dans le sens de une constitution qui limite le pouvoir de l'État. Ah, tu vois, je n'ai pas étudié les institutions américaines. Ah, oui. C'est pour ça que c'est assez intéressant. C'est pour ça que tout de suite, il y a le Bill of Rights après, où il y a le droit de liberté d'expression, ce qui manque en Europe. Et ça, c'est une notion qui est absolue. Il y a le droit de porter armes, le droit de religion, et il y a le droit de se taire afin de ne pas être inculpé devant le gouvernement. Ah, c'est pas beau ça. Ça doit être ce que Tocqueville. Alors, j'ai lu Tocqueville uniquement sur la Révolution. J'aurais dû lire jusqu'au bout ce qu'il a écrit sur la démocratie américaine. Tocqueville est passionnant. Son œuvre de la démocratie en Amérique, c'est une des études les plus approfondies de la naissance. J'irai regarder ça. J'ai ça dans ma bibliothèque. Tu as vu la grande bibliothèque? Non, tu la vois pas, la bibliothèque. Elle est énorme. D'accord. Alors, comment est-ce que tu vois l'avenir de la France et de l'Europe sur le plan politique, des choix, des orientations qui vont se faire? Il n'y a rien de possible au niveau de l'Europe. Je pense que l'Europe est une monstruosité qui est amenée à s'effondrer sur elle-même. Je crois à la possibilité d'une renaissance de la France, mais sans toutes ces classes politiques pourries, corrompus, qui ne nous représentent absolument pas. Je pense que quelque chose est en train de... Je connais des gens qui font ce qu'ils appellent le pari de l'intelligence collective, qui sont en train de se rassembler pour essayer de rendre la parole aux Français, rendre la parole et rendre le travail aux Français. J'ai beaucoup suivi les travaux de Valérie Bugeaud, avec laquelle j'adhère, mais à 100%, elle dit qu'il faut recréer l'équivalent pour la France nouvelle des anciennes corporations, c'est-à-dire quand c'est le peuple lui-même qui édicte ses propres lois, ses propres règles professionnelles pour le bien commun, et que voilà, ce qui relève de l'État, c'est le reliquat, quoi. Il faut faire repartir la France à la base. Et je crois qu'il y a des mouvements qui sont en train de s'organiser dans ce sens. On l'a vu, la France, il ne faut pas dire qu'elle est prête, mais enfin, le potentiel militant est là. On a vu les Gilets jaunes. Ce n'est pas parce que les Gilets jaunes se sont fait casser la gueule, arracher les mains et les yeux qui sont morts. Ils sont toujours là. Hein, c'était il y a 8 ans. Ils sont toujours là. Et je pense que un mouvement est en train d'émerger mais qui implique de ne plus faire confiance en aucun cas à tous ceux qui nous ont mis là-dedans. C'est-à-dire que les partis politiques, dehors, tous autant qu'ils sont. S'il y a des gens qui émergent de ces trucs-là et qu'on apprend qu'ils n'ont pas trempé dans trucs et machin et bidule et qui veulent bien faire un monde honorable et se joindre aux autres, il y a pourquoi pas, mais ils se joindront au même titre que les autres. Il n'y a pas de leader. Je pense que la
République a montré son visage le plus odieux, le plus abominable, le plus affreux. Et alors, ce qu'il y a de bien dans les révélations Stein, c'est que tout ce système était destiné à rester secret, et à partir du moment où il était monté, il ne peut que s'effondrer. Je crois que vraiment, le secret a été la pierre angulaire de ce truc. Judith Reisman l'explique bien dans son livre Kinsey, Rockefeller, CIA, comment tout était tellement compartimenté que quelquefois dans le même service, y compris dans la CIA, il y avait un gars qui faisait un bon boulot et il ne savait pas que le gars d'à côté trahissait. Oui, bien sûr. Voilà. Ça veut dire que le secret est éventé. À partir du moment où le secret est éventé, leur système ne peut que s'effondrer. Alors, comment je vois la France? Je vois la France sans l'Europe, avec ses habitants, tous ses habitants. Alors, que les derniers arrivés qui viennent pour nous piquer nos allocations repartent, s'il vous plaît. Remigration, je suis d'accord. Ceux qui sont là et qui combattront avec nous contre la sexualisation des enfants, je suis avec eux et ils sont avec moi. C'est-à-dire que ça ne sera pas au faciès. Ça sera pas au faciès. Je pense qu'il y aurait, enfin bon, on va pas parler de la manière de faire leur migration, ça sera pas mon affaire. Alors j'ai des amis qui ont remigré pour des raisons X ou Y, qui me disent, mais attends, il y a vraiment un mouvement là. Il y en a qui reviennent. Puis, une fois qu'ils seront partis de l'autre côté, on fera une saine collaboration. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. J'ai pas impunément appris l'arabe pour faire du racisme anti-arabe. C'est vraiment, c'est juste pas possible. De même que j'ai pas appris l'hébreu pour devenir antisémite. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. La collaboration avec les bons, pour moi, elle se fera toujours. Vive les bons. Si tu veux que je te donne plusieurs noms de juifs extraordinaires avec lesquels je suis capable de faire énormément de choses, je t'en donne. Hein. C'est vraiment, je suis le contraire de quelqu'un de raciste. Mais voilà, j'ai des exigences. Moi, ma position, c'est vive la France. Hein. Vive la France. La France, ma France, mon pays, ma patrie. J'aime la France. Est-ce que tu vois des mouvements commencer ou est-ce que tu vois des leaders existants qui vont rallier des gens? Non, pour l'instant, je ne vois pas de leader, je vois des mouvements qui se. Oui. Je vois des. Alors, je donne deux noms là. Valérie Bugeaud, que je connais personnellement. Et alors, je suis d'autant plus contente de parler d'elle, c'est que je sais que j'ai eu une influence sur elle. C'est moi qui lui ai parlé des corporations, elle ne connaissait pas le système. Et elle a vraiment inventé un système qui est susceptible de fonctionner comme ça. Et le pari de l'intelligence collective avec Frédéric Basculiana, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de suivre de très près et qui est capable d'agréger des bonnes volontés pour lancer des actions vertueuses avec la vérité et la vertu pour Quels sont les derniers personnages politiques avec lesquels tu avais encore eu des liens, ne serait-ce qu'éphémères? Debout la République avec Nicolas Dupont-Aignan. D'accord. Et puis ça s'est arrêté. Il raconte ces salopards sur Wikipédia. Il raconte qu'il y a eu une rupture, machin. Il n'y a jamais eu de rupture. Il m'a dit à un moment donné, Marion, t'es Soral ou j'ai dit évidemment. Moi, je suis avec Égalité et Réconciliation parce que c'est mon éditeur et que je dis si ça te semble incompatible, parce que j'étais au Bureau national avec Debout la République. J'étais chargé de la francophonie. Donc, j'étais au Bureau national, j'allais aux réunions. Et effectivement, ça m'a semblé évident qu'il fallait que je reprenne ma liberté. Donc, on est partis, bons amis. Moi, quand je croise Nicolas, on se fait la bise. Je veux dire, on n'a jamais, il n'y a eu de guerre entre lui et moi. Mais je n'y suis plus. Donc, c'est la dernière personne. J'ai croisé une fois ou deux Florian Philippot, avec qui j'ai eu une espèce de rapport chaleureux. Je ne le connais pas plus que ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Philippot, Philippe de Villiers, sauf que il a des positions vis-à-vis de la Palestine. Là, je peux pas. Mais alors, qu'est-ce qui est vrai là-dedans, je ne sais pas. Oui, j'ai eu beaucoup d'affinités avec Philippe de Villiers, incontestablement. Je l'ai croisé à différentes reprises. Un jour, je lui dis, vous, arrêtez de me faire la gueule. Je vous aime depuis des années, vous m'ignorez. Alors, il a rigolé, il m'a fait la bise. Mais voilà, ses positions par rapport à Israël, je ne si tant est qu'il les valide encore, je ne sais pas. Mais là, mais sinon, ce qu'il dit de la France, je suis désolé, on est d'accord. Bon, il est vendéen, il est français et vendéen, et voilà, je suis absolument d'accord avec lui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le Rassemblement national.
Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et sur le plan politique, aujourd'hui, c'est comme un parti de gauche, hein. Et sur le plan Mais purement oui, non, mais c'est bon, c'est bon. Non, c'est bon. C'est non, c'est non. Moi, j'ai soutenu localement un candidat du Rassemblement national lors des dernières élections que j'avais rencontré. Je veux dire, moi, je suis allé voir les gens, j'ai discuté avec eux, j'ai posé 2 ou 3 questions, j'ai vu comment ils répondaient. J'ai dit, celui-là, je peux voter pour lui. Le gars, il était Rassemblement national, le Rassemblement national l'a exclu parce qu'on a découvert qu'il était raciste. Merde! Merde, qu'est-ce que c'est que ça? Il est raciste. Écoutez, si le gars est raciste, il dit plus rien, si c'est ce qu'il est. Hein? ouais. Est-ce qu'il a tenu des propos racistes? Lesquels? Est-ce qu'il a appelé à la haine contre? Jamais. Ils s'en prennent aux gens en décrétant qu'ils sont racistes, comme on n'a pas le droit de dire qu'on est contre ceux-là parce qu'ils sont ceci ou cela, ou juifs, ou machin, ou homosexuels. Il faudrait savoir. Faudrait savoir, c'est ce que je suis qui vous dérange ou c'est ce que je dis? Si c'est ce que je dis, qu'est-ce que j'ai dit? Si c'est ce que je suis, mais ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas ce que je suis. Et vous, vous êtes quoi? Moi, j'ai dit ça récemment, regarde. Vous êtes antisémite, vous êtes un petit con. Si vous avez le droit de me qualifier, je peux aussi. Bon, en plus, antisémite, personne n'a jamais osé avec moi. Et puis, en C'est quand plus, même un peu dur. ceux qui traitent les autres d'antisémites, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Non, mais en plus, voilà, en plus. Parce Non, mais qu'en plus, aujourd'hui, je dirais entre 80 et 85% des Juifs, y compris ceux qui habitent en Israël, ne sont même pas sémites. oui, mais c'est un mot qu'on a. Oui, mais attends, il faut remettre les choses à leur place. Antisémite, c'est le mot qui a été inventé pour ne pas dire anti-juif. Parce que Voilà. juif, voilà. Mais non, mais le mot antisémite, c'est le mot qu'on utilise pour dire contre les juifs. Donc, qu'on dise ce mot-là ou qu'on dise un autre, qu'on me dise que je suis contre les juifs, c'est aberrant. Lesquels? Lesquels? À quelle occasion? Lesquels? À quelle occasion? C'est un peu fort quand même. Je veux dire, mon amitié avec Judith Reisman, elle est quand même de notoriété publique. Quand même. Merde, quand même, comme disait l'autre. Ouais, oui, mais c'est vrai. Non, le problème, c'est que on n'a pas le droit de parler de certaines choses, sinon on va se faire allumer. Oui, mais il faut savoir se défendre. Moi, par exemple, moi, je me défends toujours en disant, attendez, ce que je suis ne vous regarde pas. Vous avez le droit éventuellement de me reprocher ce que je fais ou ce que je dis maintenant. Faites-moi la liste de ce que j'ai fait et dit qui ne vous convient pas au regard de la loi française. Voilà. Bon, mais ce que je suis, vous n'avez pas le droit d'en juger. Donc, j'interdis à quiconque de me dire ce que je suis. Mais ça va loin. Hein. Un jour, j'ai eu un conflit dans la boîte. Hein. Malheureusement, on est en train de rentrer dans une phase orwellienne où on juge les gens sur leurs pensées. En Angleterre, c'est déjà le cas. Hein. Mais c'est clair, mais c'est clair. Mais c'est parce que les gens ne savent pas se défendre. Les gens ne savent pas se défendre. Moi, quelqu'un qui me dit vous êtes ceci, vous êtes là, ne termine pas sa phrase. Je le bloque avant. Non, comment ça, non? Je t'ai raconté, j'ai eu un jour un conflit dans ma boîte et il y a eu un arbitrage avec mon chef. Il était insupportable et tout. Et on avait un travail très, très urgent à rendre. Et j'ai prévenu, j'ai dit, s'il continue de me faire chier, je me fais porter pâle et il ne terminera pas son boulot. Donc, on a demandé l'arbitrage d'un syndicaliste. On était syndicaliste, on était affiliés à Force ouvrière tous les deux. C'était absolument épique. Il y avait le gars de FO, il y avait moi, il y avait le gars, et il attaquait toujours, tout le temps en me disant ben, faites ce que tu veux, ce que tu penses, et il ne terminait jamais sa phrase. Je le coupais avant. Il disait mais je ne peux pas dire ce que je pense. J'ai dit mais tu peux dire ce que tu penses, tu ne peux pas dire ce que je pense. Alors recommence ta phrase et arrête de dire ce que je pense. Ouais, mais enfin, tu crois que. Non, tu dis pas ce que je crois. C'était épique. Le gars au milieu, il m'a dit, j'ai jamais vu ça. C'était absolument impayable. J'ai appris, en me défendant avec mon père, à ne jamais laisser qui que ce soit me définir à ma place. Alors, si vous avez quelque chose à me reprocher, ce que je conçois, dites-moi ce que j'ai dit ou fait qui contrevient à ceci ou à cela. Mais ne me dites pas ce que je suis ni ce que je pense. Et c'est souvent par notre silence que nous alimentons nos ennemis. Mais bien sûr, mais bien sûr. Moi, j'ai aidé une copine récemment, elle avait maille à partir avec un emmerdeur. Je lui ai dit le truc, j'ai dit ne le laisse jamais, jamais, jamais parler à ta place.
jamais, jamais, jamais. Mhm. Et ça c'est vite réglé. Ça s'est vite réglé. Elle m'a dit merci pour le tuyau. D'accord. Dis-moi, Marion, comment est-ce que tu vois, bon, tu as parlé de la France, ce qui est en train de se préparer, tu vois deux mouvements, moi aussi, notamment dans l'Église catholique. On a vu encore ce mardi des cendres, qui était il y a quelques jours, 50% de plus de gens que l'année dernière. Et l'année dernière, on avait déjà vu 50% de plus que l'année précédente. Donc, effectivement, il y a une croissance de retour, j'allais dire, Absolument. même à l'institution. Parce que surtout chez la jeunesse, Oui, qui oui, 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 a une structure aujourd'hui, elle cherche une structure, elle oui. cherche une institution quelque part, et donc ça, c'est bon signe. Moi, j'ai eu une conversation l'autre jour qui a duré pas mal de temps, après un événement où il y avait des gens qui faisaient la promotion de leur livre politique. Je me suis retrouvé en train de discuter avec des jeunes. Qu'est-ce que j'appelle des jeunes? Bon, il y avait Des jeunes pour nous, tout ce qui est jeune pour nous, c'est tout ce qui est non, mais au-dessous de. les plus âgés avaient environ 35-36 ans, mais Oui. il y en avait pas mal qui avaient 19, 20, 21 ans, etc. Donc, effectivement, jeunes, puis on parlait de pas mal de choses, et c'était très rafraîchissant. Il n'y avait pas de cynisme, euh, il n'y avait pas de vieillesse chez eux. Donc, alors que il y a une décennie ou il y a 2 décennies, il y a beaucoup de jeunes qui souffraient de vieillesse prématurée. C'est-à-dire, C'est quand on il n'a n'y a plus la foi. C'est quand on n'a plus l'espérance. plus C'est quand d'espoir. on n'a Voilà, plus l'espérance. exactement. Alors C'est maintenant, quand on croit que c'est foutu. Tu sais, j'ai une amie qui me dit hier, oh, tu sais, machin, il passe son temps à dire ça va pas marcher, c'est foutu, c'est foutu. Je lui ai dit, tu sais ce qu'on fait à l'armée à un défaitiste? Elle me dit non, j'ai dit une balle dans la tête. ouais, On va pas à la guerre avec des gens qui racontent aux autres qu'on va perdre. bien sûr. Les Mhm. défaitistes, fermez vos gueules. Et alors j'explique, parce que moi j'ai des moments de désespoir. Quand le désespoir me prend, je me roule en boule et j'attends que ça passe. Et quand ça va mieux, je redémarre. On ne peut pas désespérer. C'est Maurras qui disait là, le désespoir en politique est la pire absurdité. Bien sûr. Ben, C'est la pire il y a absurdité. quand même dans la philosophie française d'aujourd'hui, et ça fait plus de 100 ans que ça se prépare, je crois que la mentalité nietzschéenne a pénétré dans la pensée française plus que dans tous les autres pays. Absolument, Et c'est absolument. celle qui a donné la croissance de l'athéisme à travers la laïcité, la croissance ensuite de l'existentialisme, qui a engendré le structuralisme, qui a engendré le Mais c'est tout postmodernisme. le mal que nous ont légué les Lumières. C'est Voilà, les salopes qui voilà. nous ont légué les Lumières. Mhm. Les Lumières, c'est une horreur. Comment il s'appelle Alain Pascal? Il appelle ça je ne sais plus, enfin bon, tous les gens qui connaissent, qui sont de bonne foi, qui étudient les Lumières sur ce qu'elles ont véritablement été, c'est une horreur. C'est une horreur. C'est infernal, les Lumières. C'est infernal. Et pour toi, est-ce parce que tu as parlé du fait que c'est l'histoire qui t'intéresse, est-ce que tu vois les Lumières comme héritiers naturels de la Renaissance? Oui, enfin, naturel peut-être pas, mais oui, héritier, oui. Dans le sens où la Renaissance, aussi bizarre que ça puisse paraître, parce qu'on pense que, ah oui, c'est revenu vers les valeurs, mais c'est surtout revenu vers le paganisme. Oui, 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 oui. Et pas C'est du pas vraiment ma spécialité, mais je crois qu'il y a une filiation. Et il y a également la Renaissance, c'est les grandes découvertes, ça va être rapidement la grosse galette. Et l'arrivée de la grosse galette, l'arrivée des grosses fortunes, va nécessairement vouloir renvoyer la morale commune dans les coins, dans les corps. Allez, attendez, il y a de l'argent à se faire, vous êtes bien gentils qu'on est tous frères, mais enfin, certains plus ou moins que d'autres quand même. Hein. ben, c'est la croissance des Médicis, de toutes les grandes familles, et qui avait même une influence certaine sur les structures religieuses. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mhm. Non, mais regarde, l'apparition du protestantisme, c'est également l'apparition du Nouveau Monde. Hein. Il n'y a pas des kilomètres. Hein. Le Nouveau Monde, c'est 1492. Le protestantisme, c'est quoi? C'est 1517. C'est quoi? C'est 1500 essentiellement. Bon, il y a Ça va également. avec, hein, ça va avec. Attends, Il y il a- va y avoir de la grosse galette à faire et il faut qu'on partage avec tout le monde. Allez, allez, allez. Allons. mais pour moi, c'était encore plus compliqué que ça parce pour moi, il y a plusieurs protestantismes. Il y avait un protestantisme Oui. de remise en question
avec Luther, qui cherchait, il ne faut pas oublier que c'était un moine, Jean Calvin, où c'était très philosophique, et là, il y avait un effort vers le déterminisme, qui était un précurseur du déterminisme matérialiste marxiste, qu'on retrouve chez les catholiques jansénistes. Absolument, absolument. Là, je valide complètement. Ah oui, complètement. Qui fonctionne dans ce sens-là. Mais ensuite, il y a un autre protestantisme qui était complètement opportuniste, c'est celui du roi d'Angleterre, Henri VIII, qui a créé l'anglicanisme, où il y a autre chose. Différence avec le catholicisme, sauf pas la reconnaissance du pape ni des évêques locaux, etc. Oui, oui, c'est tout à fait différent. Que là, le nouveau monde a été créé, et ça, parfois certains Européens ne le comprennent pas, de gens qui se rebellaient contre l'anglicanisme du roi d'Angleterre, notamment les puritains et les pèlerins, tels qu'ils s'appelaient, qui sont partis sur le Mayflower, mais ils ne pouvaient pas se réassocier au catholicisme parce qu'on voyait ce qui arrivait à ceux qui reniaient le roi d'Angleterre et qui épousaient le catholicisme. On leur coupait la tête, hein, c'était aussi simple que ça. Et donc, eux, ils sont partis vers le Nouveau Monde avec une recherche de pureté. Et c'est pour ça que depuis, les mouvements évangéliques américains, charismatiques, ont toujours flirté, surtout aux États-Unis, avec le catholicisme charismatique. Alors que ce n'est pas le cas en Europe, parce qu'il y a un écart, parce que les catholiques européens qui sont bien plus institutionnels voient tout autre mouvement comme protestant, comme rébellion. Alors qu'en Amérique, ce n'est pas le cas. Il y a un rapprochement beaucoup, et d'ailleurs, ça se rapproche énormément sur le plan politique, hein. Surtout les catholiques plutôt traditionnels en Amérique, avec les évangéliques charismatiques sur le plan politique. C'est ce qui crée la force des mouvements anti-avortement, tout cela, etc. Alors, Judith a été approchée par les évangéliques. Hein. Ce sont les évangéliques. C'est comment s'appelle c'est pas American University, comment s'appelle Liberty University. Liberty, avec Falwell à la tête. Falwell, c'est lui qui a sauvé Judith. Elle avait tout le monde contre elle, tout le monde, toute la presse, toute l'université, elle avait tout le monde contre elle, elle avait le congrès contre elle. Et elle reçoit un coup de fil d'un monsieur qui lui dit « Madame, je me mets à votre disposition. Je me mets à votre disposition. » Il lui envoie son avion, il lui donne un bureau, il dit « Vous recommencez tout. » Et elle est morte, elle était encore chez lui. C'est-à-dire, c'est exemplaire, c'est exemplaire. Il lui a dit « Je vous demande simplement comme condition de ne pas me nommer. » C'est mignon. C'est beau. C'est beau. Ça, c'est profondément chrétien, c'est le Christ. C'est profondément chrétien. Et vraiment, j'en ai des frissons. Et elle a, je pense qu'elle est morte chrétienne, Judith. Je l'ai vue prier. Voilà. Elle est morte chrétienne. Je ne suis pas sûre qu'elle ne soit pas morte catholique. Elle était vraiment, vraiment. Elle a rencontré des catholiques. Elle m'a dit les catholiques sont les mieux organisés, les plus efficaces dans la lutte contre la révolution sexuelle. Elle m'a dit beaucoup de. Alors, j'ai rencontré sur la toile, pas physiquement, hein, parce que Judith, physiquement, je l'ai rencontrée, elle est venue chez moi. Mais j'ai rencontré sur la toile une dame qui s'appelle Randy Engel, qui est une journaliste catholique très, très impliquée dans la lutte contre la corruption et la perversion de l'Église. Et elle m'a dit, oui, Judith, oui, nous avons beaucoup échangé. Judith s'est beaucoup rapprochée des catholiques, beaucoup. Et je crois, elle est morte chrétienne, c'est certain. Je me demande si elle n'est pas morte catholique. C'est vraiment, je l'ai vu prier, je l'ai vu se convertir sous mes yeux. Sous mes yeux, c'est incroyable. C'est une beauté renversante. Et elle m'a dit la plus belle chose que quelqu'un puisse dire pour rendre grâce à Dieu. Elle dit que quand j'ai compris l'étendue du mal, et ça secoue, hein, quand j'ai compris l'étendue du mal, je me suis dit qu'on pouvait appeler ça le diable. Mais elle me dit, mais s'il détruit, c'est donc bien que la création précède. C'est d'une simplicité biblique, comme on dit. Mais elle me dit, mais j'ai compris comme ça. Et tu sais ce qu'elle a fait? Elle s'est inclinée. Et toutes les fois que je l'ai vue, les dernières fois que je l'ai vue, on n'aurait jamais mangé une bouchée sans bénir la table. C'est bien. Marion, je sais que tu as des
créatif, tu m'en as parlé auparavant, Oui, et c'était de ma faute quelque part parce que j'ai démarré cet entretien plus tardivement qu'on ne le devait. Et c'est pas donc, grave. il faut que je le raccourcisse maintenant, mais ça ne sera que partie remise. Maintenant que les gens te connaissent au niveau de nos auditeurs, un peu ton parcours, tout ce que tu as pu vivre, et vous voyez que pourquoi je pense que le fait de partager cet entretien de Marion avec tous vos amis qui ont peut-être des doutes, qui sont peut-être encore plus gauchisants ou qui ont des doutes sur la cause palestinienne, israélienne, autre chose, le fait d'écouter Marion va ouvrir des portes pour eux qui, d'habitude, resteraient fermées. Donc, ça, c'est un fait. Moi, ce que je voudrais que tu nous dises, Marion, pour terminer, c'est où les gens peuvent te trouver pour te suivre, les œuvres que tu as écrites, etc., etc. Voilà. Est-ce que tu peux parler de tout ça? Alors, c'est très simple. J'ai maintenant une bannière, c'est-à-dire une image de marque, voilà, une bannière qui s'appelle Réhistoire pour tous. On va faire de la réhistoire comme on fait de la réinformation. Que vous pouvez trouver, soit vous faites marionsigo.fr et tac, vous rentrez sur mon blog et vous allez trouver mes livres, mon disque et bientôt mes disques, parce que je chante également. J'ai déjà publié un disque et j'attends le deuxième. Et moi, j'ai terminé ma part il y a 3 mois, mais il y a des problèmes parce que il paraît qu'il y a des problèmes. Donc voilà, je vais avoir un deuxième disque. Ça s'appelle Chanter la France. Vous avez également des liens vers toutes mes vidéos. marionsigo.fr. Pour acheter mes livres, vous pouvez cliquer sur marionsigo.fr. Vous avez les livres. Euh, vous avez des coffrets également si vous voulez acheter des livres ensemble. Euh, vous avez accès à toutes mes vidéos ou alors vous pouvez me trouver directement sur YouTube, sur Marion Sigaud officiel. Voilà. Mais moi, je vous recommande marionsigaud.fr parce que c'est le plus simple. Et là, vous avez accès à tous les bouquins. Alors, il y a les bouquins que j'ai écrits et maintenant les livres que je vais les livres des autres auxquels je vais collaborer. Alors, je ne vends pas la peau de l'ours. Pour l'instant, il n'y en a qu'un seul que j'ai publié sous ma bannière avec l'autorisation, bien sûr, de l'Institut Reisman, c'est-à-dire des héritiers de Judith qui me connaissent. Hein, voilà. J'ai les droits d'exploitation pour la France et la francophonie du dernier ouvrage de Judith qui s'appelle Kinsey Rockefeller CIA, à l'origine du nouvel ordre mondial. Voilà. Donc ça, c'est le dernier opus de Judith. Elle a écrit beaucoup d'autres bouquins. Je vais voir avec eux. Et puis, j'ai d'autres projets avec d'autres personnes, mais il faudra impérativement, comme c'est de l'auto-édition, que je sois sur la couverture d'une façon ou d'une autre. Ça sera des livres coécrits. Le livre de Judith, j'ai fait la préface et la postface et la traduction. Excusez du peu, alors je ne suis pas traductrice, je me suis fait aider par des traducteurs professionnels, mais c'est quand même moi qui ai fait toute la mise en œuvre de la chose. Je connais suffisamment bien l'anglais quand je vois une phrase pour dire non, c'est pas ça que ça veut dire. D'accord. Pour aller, voilà. Donc, pour me trouver, et vraiment, soutenez-moi, je n'ai que vous, aucun média ne me relaye jamais. Et il y a, je peux faire une liste, je ne la fais pas maintenant, mais interminable de gens qui se sont rapprochés de moi, qui ont utilisé mon nom, qui ont utilisé nanana, et qui me crachent à la figure et qui me renient. Il y en a 3-4 pages. 3-4 pages. Partout où je vais, je dis au dernier moment, ça bloque. Tiens, j'arrive à Montréal, j'étais attendu à l'archevêché. Paf, je mettais le pied sur le sol canadien, j'appelle l'archevêché. Non, pas elle. Ah là là là. Il y a des Bon, gens Marion, donc, écoute, merci beaucoup. Ça sera que partie remise. Et là, parce que la prochaine fois, je voudrais rentrer plus dans certains sujets plus précis, etc. Mais là, ça nous a permis d'avoir une vue d'ensemble de qui tu es, de ton combat et surtout de ce que tu représentes comme pont de compréhension pour des gens qui se cherchent et qui veulent trouver des solutions dans le monde. Merci voilà. pour tout ton temps. Mon long passage à gauche et à l'extrême gauche est très, très précieux. Je connais tous les arguments. Je connais tous les arguments. Absolument. Et ça, c'est très utile. C'est utile, ça. Ouais. Parce que, comme dirait l'autre, je connais mon ennemi parce que j'en étais. C'est ça. Oh, c'est bien dit. C'est bien. Oui, ben, on peut dire comme ça. On peut dire comme ça. Effectivement. OK. Mario, Allez, merci beaucoup. Et à la prochaine. Hein? À la prochaine. Bye. À bientôt. Au revoir.